Les organisations occidentales des droits de l'homme sont-elles vraiment indépendantes pour demander des comptes aux auteurs de génocide et de nettoyage ethnique? Et le droit international est-il désormais obsolète après l'Iran et Gaza? Ce sont les questions que j'ai posées à Omar Shakir, qui était le directeur pour Israël et la Palestine à Human Rights Watch, avant d'être contraint de démissionner à cause d'un rapport bloqué qu'il avait commandé et qui critiquait Israël. C'était clairement une guerre illégale. Le chancelier Merz, qui a déclaré l'autre jour que le droit international ne s'appliquait pas à l'Iran. On a vu, vous savez, des dizaines d'écoliers iraniens et d'enseignants mis en pièces. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, les États occidentaux ont invoqué à juste titre le droit international. Il faut choisir entre l'ordre international fondé sur des règles issues de la Seconde Guerre mondiale ou la protection d'un allié, Israël. Et ce que nous voyons au Liban, c'est la répétition du scénario de Gaza. Il sera très difficile de soutenir que le droit des droits de l'homme peut aujourd'hui nous rendre justice. L'idée qu'il y aurait un bon Israël contre un mauvais Israël, sans reconnaître le péché originel, le génocide, le nettoyage ethnique, pratiquement tout le monde déplacé de force, vous savez, la majeure partie de Gaza en ruine. L'inquiétude face aux répercussions que Human Rights Watch pourrait subir s'ils étaient perçus comme contestant la judéité de l'État israélien, ce n'est pas le Human Rights Watch pour lequel je me suis engagé. Et alors pourquoi pensez-vous qu'ils ont bloqué votre rapport? Et bienvenue sur The Thinking Muslim. Wa alaykoum assalam, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Alors, Amer, vous étiez directeur pour Israël et la Palestine chez Human Rights Watch jusqu'à votre démission plus tôt cette année. Votre démission faisait suite au blocage par la direction de Human Rights Watch d'un rapport accusant Israël de crimes contre l'humanité. Et je souhaite discuter de ce rapport ainsi que de ses implications. Mais en fait, j'aimerais commencer par une question plus fondamentale. Concernant le droit international humanitaire, entrons-nous dans une ère où même un semblant de droit international humanitaire est désormais superflu? Écoutez, je pense que nous entrons bel et bien dans une ère où les principes nés des cendres de la Seconde Guerre mondiale sont sérieusement remis en question. En fait, d'une certaine manière, ces principes mêmes sont en train d'être anéantis. Parmi les ruines de Gaza, et maintenant, ces derniers jours et semaines, au Liban et en Iran. Et pour beaucoup d'entre nous, dans le mouvement des droits de l'homme, nous avons en fait, dans le cadre de notre stratégie après les attaques du 7 octobre, vous savez, sollicité des pays occidentaux en Europe avec pour stratégie de dire « vous devez choisir entre l'ordre international fondé sur des règles issues de la Seconde Guerre mondiale ou protéger un allié, Israël, vous voyez, de toute responsabilité pour ces attaques ». Et malheureusement, la réalité est que, si l'on regarde les faits, les alliés les plus proches d'Israël l'ont pour la plupart protégé, même si l'ordre international fondé sur des règles en a été le dommage collatéral. Et je pense que ce que nous avons vu depuis le début de la guerre régionale, c'est même d'aller encore plus loin. C'était clairement une guerre illégale. Elle n'a aucun fondement, que ce soit au regard du droit international ou du droit américain. Et ce que nous voyons au Liban, c'est la répétition du scénario de Gaza. Donc, en effet, nous avons vu l'illégalité en Palestine qui ne dure pas seulement depuis quelques années. Elle dure depuis des décennies et en fait, depuis plus d'un demi-siècle, elle est maintenant transposée à toute la région. Encore une fois, ça n'a pas commencé avec la guerre régionale. On l'a vu au Yémen, on l'a vu en Syrie, on l'a vu au Liban. Mais maintenant, cela prend vraiment une toute autre ampleur. Et ça ne s'arrêtera pas tant que les États de la communauté internationale ne prendront pas de mesures concrètes. Et il y a aussi des mesures que les États peuvent prendre pour tenir Israël et les États-Unis pour responsables. Je vais donc examiner le rôle des États occidentaux lorsqu'il s'agit de maintenir cet ordre fondé sur des règles. Mais au moment où nous parlons, l'horreur des événements se déroule en Iran, une attaque odieuse, vraiment odieuse, contre un État souverain sans aucun recours juridique, international ou national. Et pire encore, seule l'Espagne parmi les États européens a maintenu, s'est opposée à l'administration Trump et a défendu cet ordre international. Je crois que c'est le chancelier Merz qui a dit l'autre jour que le droit international ne s'applique plus à l'Iran, évoquant presque l'idée que le droit international est pour les États occidentaux ou plus purs et que l'Iran est un État inférieur. Qu'est-ce que cela nous dit vraiment sur l'état actuel de l'Occident libéral qui prétend depuis longtemps défendre cet ordre de l'après-Seconde Guerre mondiale?
Je pense que cela montre que malheureusement, malgré l'acceptation croissante du cadre juridique international, il y a 20 ou 30 ans, nous n'avions pas de Cour pénale internationale. Il y a 20 ou 30 ans, nous n'avions pas autant de mécanismes. Nous n'avions pas autant d'États qui faisaient partie de l'architecture des droits de l'homme. Malgré cette avancée, en fin de compte, ces États ont fait un choix. Ils protègent un allié plutôt que de défendre le droit international. Et je pense que vous l'avez dit tout à fait correctement concernant la guerre régionale. En fin de compte, ils ont commis le crime d'agression, les États-Unis et Israël, n'est-ce pas? Les procès de Nuremberg parlaient de l'agression comme du crime suprême, un crime au-dessus de tous les autres, car les guerres d'agression mènent inévitablement à de graves violations des lois de la guerre. Et dans le cas de l'Iran, nous l'avons vu dès les premières heures, avec des dizaines d'écoliers et d'enseignants iraniens déchiquetés. Dans ce qui est clairement, vous savez, un crime de guerre. Et nous avons vu d'autres abus récemment au Liban, le déplacement de centaines de milliers de personnes, des attaques contre des infrastructures civiles vitales, comme le pétrole, le gaz et l'électricité. Donc, vous savez, au final, c'est le scepticisme de beaucoup de gens dans les pays du Sud depuis tant d'années que les droits de l'homme et le droit international sont des outils sélectifs, utilisés quand c'est politiquement opportun pour certains pays et non quand ça ne l'est pas. Certains États ont mieux réussi à faire preuve de cohérence. Mais c'est précisément pourquoi, quand la Russie a envahi l'Ukraine, les États occidentaux ont invoqué à juste titre le droit international pour les abus commis par le gouvernement de Poutine et par la Russie. Mais de nombreux États du Sud étaient sceptiques. Et en effet, leur scepticisme s'est avéré fondé, car beaucoup de ces mêmes principes fondamentaux invoqués pour l'Ukraine n'ont pas été invoqués dans le contexte de la Palestine et maintenant dans toute la région. Dans le contexte de l'Ukraine, on a cité le droit à l'autodéfense des Ukrainiens. On a parlé de la nécessité de rendre des comptes et de la Cour pénale internationale. On a parlé de sanctionner, vous savez, les entreprises russes. Je veux dire, ces mêmes questions, dans certains cas, sont devenues interdites ou sanctionnées. Regardez la loi américaine. Ils ont pris des sanctions contre des groupes de défense des droits de l'homme, demandant des comptes à la Cour pénale internationale, l'organisme même que les États occidentaux soutenaient. Dans le contexte de l'Ukraine, concernant les boycotts, la loi israélienne interdit l'entrée à ceux qui appellent au boycott. Et c'est en fait une plainte au civil que vous pouvez déposer contre quelqu'un qui appelle au boycott. Et aux États-Unis, la majorité des États américains ont promulgué des lois qui punissent ceux qui appellent au boycott d'Israël et de ses entités. Donc encore une fois, on utilise les mêmes principes, on compare et le constat est clair. Mais je tiens à ajouter une chose, je pense qu'il est crucial de savoir que nous avons peu d'autres outils à disposition. Malgré tout le scepticisme envers le droit international, quand on voit des dizaines d'écoliers déchiquetés, c'est l'un des rares outils qui peut offrir un recours. Et nous, les faibles, qui tentons d'utiliser le droit international pour protéger les civils et pour la paix, nous devons compter sur cet outil. Nous n'avons vraiment pas grand-chose d'autre à quoi nous raccrocher. Alors certes, c'est un outil, mais clairement, et je le répète, le problème n'est pas l'outil. Le problème, c'est le manque de volonté politique. Mais la solution doit passer en partie par le droit. Le droit ne résout pas tout, mais il doit faire partie de la solution. Omar, pouvez-vous me dire pourquoi vous avez jugé nécessaire de démissionner de Human Rights Watch plus tôt cette année? Je pense que d'une certaine manière, c'est lié à la discussion que nous avons. Écoutez, j'ai servi chez Human Rights Watch pendant 10 ans. Je suis incroyablement fier du travail que nous avons accompli. Notre rapport concluant que le gouvernement israélien commet des crimes d'apartheid et persécutions. Notre travail à l'époque documentant les abus dans les colonies et appelant la FIFA, Airbnb, Booking.com, les banques israéliennes et leurs investisseurs à cesser leur complicité dans les crimes de guerre d'Israël. Notre travail depuis le début du génocide étant l'une des premières organisations à documenter l'usage de la famine comme arme de guerre. Et bien d'autres rapports sur les arrestations arbitraires et la torture par l'autorité palestinienne et la Hamas. Vous savez, ce qui m'a fait rester tant d'années, c'était la fidélité de l'organisation à notre méthode de travail, qui est très simple. Nous documentons les faits. Nous recueillons les informations. Nous publions ces informations. Nous appliquons la loi et nous tirons les conclusions juridiques qui découlent des faits. Et nous l'avons fait avec intégrité pendant les 10 ans où j'ai occupé ce poste. Et mes collègues du monde entier utilisent cette même méthodologie pour contribuer de façon majeure à l'avancement des droits humains sur le globe.
Mais ce n'est pas ce qui s'est passé pour ce rapport précis qui portait sur le droit au retour des Palestiniens. Dans ce cas, et on peut détailler si vous voulez, le rapport a tout simplement été approuvé par tout le système de Human Rights Watch. Il était prêt pour le site web. Les partenaires traducteurs étaient brissés. Et au dernier moment, un nouveau directeur exécutif a retiré ce rapport, sans qu'il n'y ait rien à redire sur le droit ou les faits. Ils ont inventé des arguments a posteriori, dont il est très facile de démontrer qu'ils ne correspondaient pas à la réalité. C'était finalement dû à deux choses. Surtout la peur des répercussions pour Human Rights Watch s'il semblait contester le caractère juif de l'État israélien. Et le sentiment de certains membres de la direction de l'organisation, que le droit au retour n'était pas la priorité urgente du moment et qu'il ne devrait pas l'être. Ce que fait l'organisation, surtout en publiant un tel rapport, pourrait avoir de graves répercussions pour les organisations. Ce n'est pas le Human Rights Watch pour lequel je me suis engagé. Ce n'est pas l'organisation pour laquelle j'ai travaillé 10 ans, ni celle pour laquelle je pourrais continuer à travailler. J'ai donc pris la décision, avec mon collègue à Jérusalem, notre chercheur là-bas à l'époque, de démissionner de nos postes. Nous sommes ici dans le comté de Wajir, au Kenya, à nouveau avec la délégation de Baytul Mal. Nous visitons ce terrain que Baytul Mal a acquis afin d'y construire un hôpital à la pointe de la technologie. Ce terrain fait 1,5 acres et nous avons un plan d'affaires pour cela. Alhamdoulilah, nous avons des consultants experts bénévoles dans le domaine de la santé. Le coût du projet est de 700 000 $, mais vous pouvez aider avec 100 $, 500 $, 1000 $. Tout cela aidera, Inch'Allah. Visitez btm.us/thinkingmuslim pour en savoir plus et faire un don. Avant d'écrire ce rapport, quand vous avez soumis une première ébauche de ce rapport, vous évoluez dans l'architecture humanitaire, dans l'architecture des droits de l'homme, vous travaillez pour une ONG internationale bien établie. Avez-vous trouvé qu'avant même de soumettre ce rapport, vous avez dû vous-même passer par un certain niveau d'autocensure afin d'avoir un montage, afin d'avoir un rapport qui soit acceptable peut-être pour cette communauté? Genre, y a-t-il eu un processus de sélection des mots justes ou de retenue sur certaines de vos impressions les plus fortes afin de présenter ce rapport au public? Alors je pense que oui et non, n'est-ce pas? Parce que je vais commencer par le oui, dans le sens où il est bien connu qu'Israël-Palestine est soumis chez Human Rights Watch. Et Human Rights Watch n'est pas unique, et à bien des égards, Human Rights Watch est allé beaucoup plus loin que beaucoup d'autres organisations humanitaires de défense des droits de l'homme. C'est soumis à un examen supplémentaire. C'est un fait bien connu. En fait, dans son livre, Kenneth Roth, le directeur exécutif de Human Rights Watch pendant près de 3 décennies, reconnaît le seul pays pour lequel il a examiné chaque produit pendant la grande majorité de son mandat. En tant que directeur exécutif, c'était le travail sur Israël-Palestine. Il a examiné individuellement chaque pièce, vous savez, une norme qui n'était pas utilisée, vous savez, pour d'autres pays au même moment. Et je devrais aussi ajouter que, à cause de cet examen supplémentaire, cela signifiait que si vous faisiez une constatation ou une conclusion ou une méthodologie ou une approche qui était nouvelle, vous n'alliez probablement pas aller très loin chez Human Rights Watch si vous innoviez sur Israël-Palestine. Votre meilleur recours était, bien sûr, de citer le droit établi. Et les conclusions auxquelles nous sommes parvenus partout ailleurs. Même pour le rapport sur l'apartheid, par exemple, le fait que Human Rights Watch ait conclu que le gouvernement du Myanmar pratiquait l'apartheid contre les Rohingyas dans l'état de Rakhine nous a beaucoup aidés. Et dans le cas de ce rapport précis, nous étions parvenus à la... Le droit au retour est très bien établi en droit international et Human Rights Watch l'a réclamé. Dans divers contextes mondiaux et au Moyen-Orient, dans plus d'une douzaine de cas à travers le monde et en Israël-Palestine. Donc le droit au retour lui-même, et Human Rights Watch a sa propre politique. C'est une règle de droit explicite issue des traités sur les droits de l'homme. Cette partie-là était donc évidente. Ce rapport s'appuyait là-dessus en documentant comment le déni du droit au retour constituait un crime contre l'humanité. Et là encore, Human Rights Watch avait des précédents. En 2023, dans un rapport sur les îles Chagos, Human Rights Watch a conclu que la politique du gouvernement britannique de refuser le retour du peuple chagosien sur sa terre natale, dont ils ont été largement expulsés,
totalement en fait, de leur patrie dans les années 70 et 80, en partie pour bâtir une base militaire américaine à Diego Garcia. Leur déni persistant du droit au retour équivalait à un crime contre l'humanité. Et là encore, Human Rights Watch a fondé cette conclusion sur la Cour pénale internationale, toujours dans le contexte des Rohingyas, mais cette fois, ceux qui étaient au Bangladesh affirmant que le déni de leur droit au retour au Myanmar constituait un crime contre l'humanité. Dans ce cas précis, je n'ai pas ressenti le besoin de m'auto-censurer, car c'était un précédent sur lequel Human Rights Watch avait déjà publié. Les réfugiés palestiniens se comptent par millions. Leur angoisse est si bien documentée dans les publications de Human Rights Watch et les travaux universitaires. Et en plus de cela, nous avons bien sûr appliqué la méthodologie habituelle de Human Rights Watch. Nous avons déployé des équipes dans toute la région. Nous avons mené des dizaines d'entretiens avec des réfugiés palestiniens en Cisjordanie occupée et à Gaza, ceux déplacés à l'extérieur en Égypte, ainsi qu'avec des générations de réfugiés palestiniens au Liban, en Syrie et en Jordanie. Nous avons visité des camps de réfugiés. Nous avons parlé à des experts. Nous avions donc suivi la méthodologie de Human Rights Watch. Quand j'ai soumis ce rapport, c'était donc sans ambiguïté. Maintenant, pour la dernière partie de votre réponse, il y a certes une censure au sens où l'on s'en tient au mandat de Human Rights Watch. Le mandat de Human Rights Watch, c'est le droit des droits de l'homme et le droit humanitaire. Souvent, dans les milieux militants ou universitaires, on utilise des termes académiques ou des termes militants. Mais Human Rights Watch n'utilise que des termes juridiques. Par exemple, l'apartheid est un crime selon le statut de Rome, dans sa propre convention. Les crimes contre l'humanité sont un crime bien établi. Nous nous en tenons donc à la qualification des crimes. Mais tant qu'on travaille sur les faits et droits, il n'y a pas de censure. Car si l'on respecte la loi et documente les faits, Human Rights Watch, et c'est mon expérience de 10 ans, si vous faites le travail, il finit par être publié. Quelque chose de différent s'est passé avec ce rapport. Et alors, pourquoi pensez-vous qu'ils ont bloqué votre rapport? Je pense qu'au final, plusieurs facteurs se sont conjugués. Une nouvelle direction est arrivée à la tête de Human Rights Watch. Et cette direction, ils ont été très clairs là-dessus. Ils s'écartaient de la manière dont l'organisation fonctionnait. Human Rights Watch, et encore une fois pour ceux qui connaissent le travail de l'organisation, ce qui la rend unique, c'est son processus de validation, son processus de révision. On peut documenter les faits, appliquer la loi, rédiger un rapport. Il passe au minimum des jours, souvent des semaines, parfois des mois, et dans certains cas des années, à être validé par des dizaines de personnes dans l'organisation. Et dans ce cas précis, ce rapport a suivi l'intégralité de ce processus. Il a été validé. Il a été approuvé par la division au Moyen-Orient, par la division des droits des réfugiés, par la division des droits des femmes, la division des droits des enfants, car une partie du rapport relevait de leur mandat, le plaidoyer auprès des Nations Unies, le département des crises. Ensuite, il est passé au département juridique. Il est aussi passé par le département des programmes et tous ont approuvé le rapport. Je veux dire, on n'obtient pas de rapport mis en ligne, traduit et des partenaires briefés si on n'a pas franchi toutes ces étapes. Cette nouvelle direction est arrivée et au lieu de faire ce que l'organisation a toujours fait, elle a fait quelque chose de vraiment sans précédent dans son histoire, enterrer un rapport validé. C'était quelque chose d'unique et je pense que cela reflète, je le crains et j'espère que ce n'est pas le cas, une direction qui croit pouvoir utiliser le pragmatisme pour, comme ils l'ont dit, restreindre la portée des conclusions. Où ils peuvent en quelque sorte décider, vous savez, de leur propre chef, que, vous savez quoi, ce n'est pas la priorité pour le moment. Vous savez, le plaidoyer est trop compliqué. On va retarder, repousser l'échéance. Maintenant, soyons clairs, ce n'est pas ainsi que Human Rights Watch fonctionnait. Quand on a fait notre rapport, qui a suscité une certaine controverse sur l'hôpital Al-Ali, vous allez, un hôpital de Gaza qui a été frappé, pendant la première ou deuxième semaine de la campagne à Gaza, du génocide à Gaza, et Human Rights Watch a mené une enquête. Et nos conclusions provisoires, publiées fin novembre 2023, n'étayaient pas l'affirmation de beaucoup selon laquelle il s'agissait d'une frappe aérienne israélienne. Nous n'avons pas déterminé qui avait lancé la frappe, mais les preuves publiées indiquaient qu'il s'agissait d'une roquette du type généralement utilisé par les groupes armés palestiniens. Nous avons publié cette conclusion, même s'il n'y avait pas de stratégie de plaidoyer, même si c'était au milieu il y avait un cessez-le-feu cette semaine-là, un cessez-le-feu temporaire. Mais c'était au milieu, évidemment, d'une campagne qui a repris peu après.
Nous avons fait la même chose avec notre rapport, concluant que le Hamas avait commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité le 7 octobre. Nous l'avons fait parce que c'est ce que fait Human Rights Watch. Nous publions les rapports une fois validés, quelle que soit leur conclusion, quel que soit le climat du plaidoyer. C'est moi qui ai documenté les massacres de manifestants en Égypte, ce qui a conduit à la présence de Human Rights Watch en Égypte en 2014. Être réduit au silence. J'ai publié le rapport sur l'apartheid d'Israël, ce qui a eu bien sûr des répercussions sur les organisations aussi. Et dans chaque cas, le rapport a été examiné, il a été finalisé, il a été publié. Ça n'a pas été le cas cette fois-ci, et je pense qu'avant tout, cela reflète une nouvelle direction. Mais il y a un autre aspect qui dépasse Human Rights Watch. Et cet aspect, c'est que je crois, à bien des idées, que le droit au retour reste un sujet tabou pour les institutions occidentales progressistes. On entend tout le temps des banalités de la part de politiciens sur le maintien d'un État juif. Et ce n'est pas vraiment contesté, même si, quand on dit vouloir maintenir un État juif, on demande essentiellement à cimenter ou à verrouiller les acquis du nettoyage ethnique qui a eu lieu pendant la Nakba en 1948. Mais c'est considéré comme sacro-saint. Et chez Human Rights Watch, et encore une fois, c'est ce que des collègues m'ont dit, et c'est pourquoi je savais que ce n'était pas une question de droit ou de fait, j'ai eu des collègues de haut niveau cités comme ceux ayant des inquiétudes ayant mené à l'abandon du rapport, qui m'ont écrit que leur crainte était que Human Rights Watch soit perçu comme contestant le caractère juif de l'État. Et je pense que ce n'est pas propre à Human Rights Watch. Je pense que c'est une politique bien plus large. Ainsi, même dans certains segments des communautés pro-israéliennes, disons, à travers le monde, ils peuvent être prêts à critiquer le génocide à Gaza. Peut-être qu'ils utiliseront pas ce loup. Ils pourraient être prêts à critiquer l'occupation. Ils pourraient même être prêts à parler d'apartheid. Ils peuvent être prêts à dire beaucoup de choses. Mais quand on en vient à contester l'idée qu'Israël a été établi en 1948 par un nettoyage ethnique, qu'en substance un peuple, vous savez, est venu vivre sur cette terre au détriment des droits d'un autre peuple, des droits fondamentaux d'un autre peuple, cela franchit une ligne rouge pour les gens. Pour certains, qui doivent maintenir dans leur esprit l'idée d'un bon Israël contre un mauvais Israël, sans reconnaître le péché originel qui était le nettoyage ethnique de 1948. Puis-je avoir vos réflexions sur un discours prononcé par Mark Carney il y a quelques semaines? Je crois que c'était au sommet de Munich sur la sécurité, où il a soutenu que l'ordre fondé sur des règles était désormais révolu. En effet, il a dit que Trump avait présagé une ère qui avait mis fin à cette époque. Mais il a aussi dit que cet ordre fondé sur des règles n'avait jamais vraiment été appliqué de manière cohérente et qu'il avait toujours été hypocrite. Je suppose que c'est le terme qu'on peut utiliser. Je suppose que de notre point de vue, on peut regarder les guerres après le 11 septembre, aux interrogatoires poussés, aux sites secrets de la CIA, au programme de drones d'Obama, les libéraux et les républicains violaient le droit international sans aucun recours à une forme de justice internationale. Je suppose qu'il y aura beaucoup de musulmans, de Palestiniens, de gens pro-Palestine qui regarderont ce qui s'est passé à Gaza. Et ce qui continue de se passer en Cisjordanie, mais bien sûr aussi maintenant en Iran. Et il serait très difficile de soutenir que le droit des droits de l'homme aujourd'hui peut nous rendre une quelconque forme de justice. Mais je déduis de vos paroles que c'est encore un outil que nous pouvons utiliser. Éclairez-moi là-dessus. Expliquez pourquoi vous pensez que nous pouvons encore, que c'est toujours un recours pour nous. Alors je pense que vous avez tout à fait raison et Carney avait raison de dire que Trump a démoli l'ordre international fondé sur des règles. Et plus encore, on peut remettre en question cet ordre fondé sur des règles dès le départ. Mais je pense qu'il faut clarifier une hypothèse ici, n'est-ce pas? L'hypothèse selon laquelle le droit international, le manque d'application du droit international équivaut à l'absence de droit international. L'application est cruciale, n'est-ce pas? Car sans application, les lois n'ont pas le même genre de signification. En même temps, cependant, il subsiste un consensus mondial autour de certaines règles de base qui existent, qu'il s'agisse des lois de la guerre, qu'il s'agisse, vous savez, des principes qui sous-tendent l'ensemble du droit international, des droits de l'homme, l'interdiction de la torture, l'interdiction du génocide. Maintenant, les gens nieront s'ils torturent ou commettent un génocide, mais les interdictions et ces cadres normatifs existent.
Et je pense que nous devons prendre du recul et sortir du domaine du droit pour avoir une conversation franche. En fin de compte, et j'y ai fait allusion plus tôt, nous parlons des puissants et des puissants qui font ce qu'ils veulent. Cela a toujours été le cas dans l'histoire du monde et c'est certainement le cas aujourd'hui. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas de règles, quand vous dites que c'est la loi de la jungle, vous vous privez d'outils qui, encore une fois, ne sont pas parfaits et sont très limités. Et ne seront pas, et nous pouvons en parler davantage, ils ne seront pas le chemin vers la libération. La libération, dans n'importe quel contexte à travers le monde, n'a pas été apportée par un procès. Je veux dire, vous pouvez regarder l'histoire des États-Unis et regarder la ségrégation dans le Sud. Il y a eu des décisions de justice qui n'ont pas changé les réalités sur le terrain. Il y a eu des lois qui ont été votées qui n'ont pas changé les réalités sur le terrain, n'est-ce pas? Mais au bout du compte, nous parlons d'une réalité dans laquelle les forts ont la force brute. Et c'est ce qui sous-tend la projection, puissance des États-Unis et d'Israël dans la région. Ceux d'entre nous qui n'ont pas cela, nous avons moins d'outils. Alors quand on parle du droit des droits de l'homme, qui sont les gens qui résistent, n'est-ce pas? Nous parlons d'organisations de défense des droits de l'homme. Peut-être d'une cour pénale internationale, peut-être de certains États qui ont un meilleur bilan. Personne n'a un bilan parfait. Nous parlons donc des faibles. Et donc les droits de l'homme et le droit humanitaire nous apportent quelque chose. C'est un outil qui peut à un moment donné avoir un certain effet. Et il y a des exemples où la loi a eu un certain effet. Et plus encore, il y a de nombreux exemples où l'impunité totale a ouvert la porte à des abus de plus en plus graves. En fin de compte, ce que je crois. Dans toute lutte, sur n'importe quel sujet dans le monde, il faut un mouvement. Il faut des gens qui luttent en utilisant différentes formes de résistance. Ça peut être des artistes, ça pourrait être des auteurs, ça pourrait être des journalistes. Ça pourrait être, vous savez, des gens avec des capitaux qui investissent pour soutenir tout ça. Il faut toute une architecture vous savez, par essence, de résistance, n'est-ce pas? D'utiliser différentes formes de résistance, différentes formes de contestation. Et je pense que le droit doit être l'un de ces outils. Les avocats devraient apporter leurs outils. Au fait, les droits de l'homme ne sont pas seulement le domaine des avocats. D'autres personnes du mouvement des droits de l'homme devraient utiliser les outils à leur disposition, sans être assez naïfs pour croire que si l'on fait tout correctement, selon les règles, on finira par réussir à changer la lutte. Le droit peut être un outil. Et je pense à Noura Erakat, elle a écrit un livre très puissant sur le mouvement palestinien et elle a décrit le droit comme une voile, en somme, qui peut être là comme référence, mais il faut les courants et le vent pour l'emmener dans des directions particulières. Et dans certains cas, cela rejoint ce dont nous parlons à Human Rights Watch. J'ai tout fait selon les règles avec ce rapport, enfin pas seulement moi, c'était toute une équipe. C'est aller jusqu'au bout. Et dans ce cas précis, la direction a fait valoir son autorité et a mis le rapport au placard. Et vous savez, pour ma part, j'ai pris la décision de démissionner. J'ai pris la décision peut-être encore plus controversée, de parler publiquement de l'organisation pour laquelle j'ai travaillé pendant 10 ans, à laquelle je tiens tant, des gens auxquels je tiens tant, parce qu'au final, j'ai estimé que c'était crucial. Nous le devons aux victimes de violations des droits de l'homme, y compris aux personnes que nous avons interrogées et à nos partenaires dans la lutte, de reconnaître que nous nous sommes trompés. Mais au final, il doit aussi y avoir une responsabilité de l'organisation et ils font un changement de cap. Et quand ils n'ont pas suivi les faits et le droit, j'ai dû prendre une mesure qui sortait du processus normal pour m'exprimer à ce sujet. Et j'espère qu'au final, cela mènera non seulement à la publication du rapport, mais bien au-delà d'Human Rights Watch, j'espère que cela mènera à un changement de paradigme dans notre vision du droit au retour et des réfugiés. Mais je me demande parfois à quel point vous ne prêchez pas dans le désert ici. Vous parlez du manque d'application, et il est certain qu'avec le droit des droits de l'homme, du moins historiquement, c'était la volonté des États puissants qui maintenaient ces lois, qui permettaient au droit, permettaient un semblant de justice pour les faibles. Nous l'avons vu au cours des dernières décennies, mais en particulier après Gaza ou pendant Gaza, et bien sûr maintenant en Iran, les soi-disant États puissants, l'Europe, l'Amérique, refusent d'accepter les faits les plus élémentaires de l'injustice qui frappe ces populations assiégées. Ils ont fermé les yeux, en fait, sur les atrocités qui ont eu lieu et ont refusé de qualifier ces atrocités de génocide ou de crimes contre l'humanité, ou quel que soit le terme que l'on puisse utiliser. Ma question est donc la suivante.
L'application de ces droits exige des États puissants pour les faire respecter, et aucun avocat ni aucun mouvement d'opinion publique ne pourra contrebalancer le besoin de puissance ici. Je pense qu'il y a deux choses qui se passent simultanément. Je pense qu'on doit un peu regarder ça. On en a déjà un peu parlé, mais je voudrais apporter un autre aspect, à savoir que signifie réellement l'application de la loi. L'application ne signifie pas forcément qu'un tribunal, vous savez, nous offre ce beau moment d'un verdict de culpabilité et mettre Netanyahou ou Trump derrière les barreaux. Ce n'est pas toujours, en fait, ce n'est généralement pas à ça que ressemble la justice, sauf dans de rares cas. Mais prenons l'exemple du génocide à Gaza. Même s'il faut commencer par l'ampleur de l'atrocité, n'est-ce pas? Je veux dire, génocide, nettoyage ethnique, presque tout le monde déplacé de force, la majeure partie de Gaza en ruine. Il y a eu des changements qui ont eu lieu concernant les conséquences pour Israël, qui sont à certains égards sans précédent dans l'histoire d'Israël-Palestine. Laissez-moi vous donner plusieurs exemples. La Cour internationale de justice est saisie d'une plainte contre Israël pour génocide. Ils ont émis des mesures contraignantes qui sont fondées sur une présomption et qui se basent sur le constat que les allégations formulées étaient en quelque sorte plausibles. La Cour internationale de justice, dans deux avis consultatifs distincts, dont l'un a déclaré l'occupation illégale et a reconnu qu'Israël commettait un apartheid contre les Palestiniens. Vous avez une Cour pénale internationale qui a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien en exercice. De nombreux États ont coupé ou même restreint les livraisons d'armes à Israël. Il y a eu des sanctions, pour l'une des premières fois, émises contre des colons israéliens et, dans certains cas, des ministres israéliens. Il y a eu des organes de l'ONU qui ont, par exemple, ajouté Israël à sa liste de la honte que le secrétaire général publie. Des organes de l'ONU sont allés plus loin dans le cadre de procédures spéciales. Il y a eu des États et des critiques et des États ont rejoint la plainte pour génocide. Je pourrais continuer encore et encore. Ce bilan d'action a eu des répets, j'ai même pas mentionné le côté économique, où l'UE a révisé son accord commercial avec Israël et comment cet examen a conclu qu'Israël ne le respectait pas. Certains États, comme même le Royaume-Uni, ont suspendu leurs discussions commerciales avec le gouvernement israélien. Maintenant, soyons clairs, rien de tout cela n'est allé assez loin. Ce n'est rien comparé à l'ampleur des atrocités à Gaza. Ça aurait dû aller 100 ou 1000 fois plus loin que ça ne l'a été. Mais dire que rien n'a bougé ou que ça n'a eu aucun impact, je vais vous donner un exemple. Israël, durant une partie de 2024, de mars à mi-mai, a imposé un blocus total sur Gaza. Rien n'entrait, rien ne sortait. Pourquoi a-t-il levé son blocus ? L'un des facteurs clés a été la décision de l'EU de réviser son accord commercial avec Israël. Et on a vu des actions émerger dans les pays du Nord. Et le cessez-le-feu leur a servi de soupape de sécurité facile. Ça a donné l'apparence d'une action et ça a émoussé l'action déjà très limitée. Je veux pas surestimer l'action, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a ces deux navires qui avancent. L'un est le changement de paradigme, le basculement de l'opinion publique mondiale et le début de mesures prises contre Israël. Et là, je parle d'Israël-Palestina. D'un autre côté, vous avez Israël sur le terrain qui, à un rythme effréné, accélère son projet de nettoyage ethnique, de suprématie juive, de massacre et de génocide dans le cas de Gaza. La façon dont ces deux navires interagissent déterminera, dans bien des cas, l'avenir d'Israël-Palestine, n'est-ce pas ? Le gouvernement israélien parie qu'ils iront si vite, et c'est pourquoi ils ne veulent pas mettre fin à ce moment du 7 octobre, n'est-ce pas ? Pour certains, ils voient cela comme une opportunité. Malgré les atrocités qui ont eu lieu, ils y voient une occasion unique en une génération, je parle de pans du gouvernement israélien et de la société, de changer la carte. Et d'ailleurs, ils ont changé la carte de manière vraiment majeure, on peut en parler. Ils savent, et une partie de l'établissement israélien voit l'autre côté, voit ces changements, et se dit qu'à long terme, c'est contre-productif pour l'avenir d'Israël, peu importe comment on le définit. Il s'agisse d'un futur d'occupation, de génocide, ou dans certains cas même d'aller plus loin. Alors comment ces deux choses vont-elles interagir ? Donc encore une fois, ça revient à ce qu'on disait plus tôt. En tant que mouvement, activiste, avocat, en tant que personne soucieuse du droit international et de la justice, on doit accélérer le rythme de l'action, changer de paradigme, sous l'impulsion des Palestiniens, et tenter d'arrêter ce train d'enfer d'une répression qui s'accélère. Mais notre option ne peut pas être de laisser tomber. Nous devrions explorer d'autres moyens. Nous devrions être créatifs. Nous devrions sortir des sentiers battus.
Mais le droit fait partie, une petite partie, mais fait partie de cet autre navire qui avance un peu trop lentement. Il s'arrête, vous savez, il prend l'eau dans certains cas, coule. Il y a des contre-mesures. Mais ce navire est crucial pour l'avenir d'Israël-Palestine. Omar, vous semblez très optimiste ou optimiste quant à l'utilisation de cet outil particulier pour demander des comptes à ceux qui doivent en rendre, pour les soumettre à une forme de justice. Je rencontre beaucoup de jeunes et particulièrement de jeunes musulmans qui débutent. Ils ont étudié le droit à l'université, ils me demandent conseil. Ils partent généralement d'une base bien plus pessimiste en voyant ce qui s'est passé ces 2 dernières années et demie. Et ils veulent savoir s'il vaut la peine de s'engager dans le secteur humanitaire, que ce soit d'un point de vue juridique ou du point de vue d'une ONG. Quel conseil donneriez-vous à une telle personne qui débute dans sa carrière? Je vais répondre à votre question de 2 façons. Tout d'abord, je pense pas dire quelque chose d'optimiste. Je pense qu'à bien des égards, je suis réaliste sur ce point. Je parle de pouvoir et je parle de l'usage du pouvoir et de l'utilisation des outils que nous avons en main. Nous devons reconnaître, et je dis nous en tant que personnes soucieuses des droits de l'homme dans le monde, que nous n'avons pas le pouvoir. Nous n'avons pas un pouvoir suffisant. Vous avez cité l'exemple de l'Espagne, seul pays à s'être exprimé sans équivoque sur l'assaut américano-israélien contre l'Iran. Nous devons donc utiliser les outils à notre disposition pour déplacer le pouvoir. Ce n'est donc pas de l'optimisme, même si je pense que des changements s'opèrent. Mais je suis très clair aussi sur le fait que ces changements ne sont pas à la hauteur et qu'ils ne vont pas assez vite. Et on pourrait voir cela prendre plusieurs directions quand je parle de la Palestine. On pourrait voir la droite israélienne ou dans certains cas maintenant l'établissement politique israélien avoir raison. Ils ont changé la carte si radicalement qu'au moment où nous changeons de paradigme, c'est déjà de l'histoire ancienne. Vous savez, regardez les États-Unis. Regardez bien d'autres exemples à travers le monde où nous pourrions réussir à démanteler le régime d'apartheid. Il y a donc vraiment deux destins et cela ne dépend que de nous. Alors je parle aux gens tout le temps. Hein. Je ressens souvent le devoir de parler à la jeune génération de musulmans ou à la jeune génération de personnes soucieuses des droits de l'homme du combat. Pour moi, ce que je dirais, c'est qu'on ne peut pas tous, évidemment, travailler dans les droits de l'homme et l'humanitaire. Vous savez, la force du mouvement, c'est sa diversité, n'est-ce pas? Il faut des gens à tous les niveaux. Je crois fermement qu'il faut des avocats des droits de l'homme, des médecins, et on a vu le rôle des médecins à Gaza. Ils ont été parmi les meilleurs témoins du génocide. Il faut des gens dans l'humanitaire, car sans soutien aux communautés sous occupation en Cisjordanie et à Gaza, les gens utilisent le terme arabe soumoud. Ils n'ont pas la capacité, la résilience nécessaire pour continuer à avancer. Il faut des gens qui soient journalistes, qui rapportent les faits. Il faut des gens qui soient, vous savez, vraiment engagés dans tous les secteurs, y compris d'ailleurs des gens du monde des affaires, du monde de l'entreprise, qui apportent des ressources, car les ressources sont le pouvoir, et qui soutiennent ces autres initiatives, n'est-ce pas? Il faut aussi des gens, et c'est controversé dans certains milieux, dans les milieux musulmans, il faut des gens au gouvernement, parce qu'au final, vous savez, les changements qui peuvent se produire à l'extérieur, il faut des gens à l'intérieur capables de saisir les changements de paradigme, et en quelque sorte, vous savez, pendant qu'on essaie de changer le paradigme, ils essaient de diriger légèrement le navire dans différentes directions. Mais le point essentiel, c'est que les gens doivent d'abord, s'ils veulent s'engager là-dedans, ils doivent savoir où se trouve leur passion. Et si c'est votre passion, pour moi, cela dit un projet de savoir où vous pouvez le mieux contribuer, n'est-ce pas? Allez-vous être un avocat des droits de l'homme efficace? Faites-le. Allez-vous être un médecin plus efficace capable de témoigner et de fournir des services? Serez-vous plus efficace dans le monde de l'entreprise en grimpant les échelons et en vous savez, en atteignant un poste de pouvoir ou en accumulant des ressources pour ensuite investir ces ressources afin de soutenir ceux qui font bouger le pendule? Je pense donc qu'on croit souvent que les jeunes me demandent quelle est l'action qui a le plus d'impact. Je pense pas qu'il y ait une seule chose qui ait le plus d'impact. Ça dépend de votre combat. Cela dépend du moment où vous vous trouvez. Ça dépend de votre propre point de vue et de votre perspective. Et chacun aura ses propres circonstances personnelles, son lieu de vie, sa nationalité, ses compétences. Mais la question qui doit vraiment se poser est, quelles sont vos compétences?
Vous savez, et où êtes-vous le mieux placé compte tenu de qui vous êtes pour contribuer à la cause? Et si vous en faites vos questions directrices et que vous suivez cela, alors vous devez développer la passion. C'est la première étape. Vous devez savoir ce qui vous passionne. Et vous pourriez avoir un engagement envers les droits de l'homme universels, et j'espère que c'est le cas de tout le monde, mais il se peut que ce qui vous parle le plus soit les droits des femmes, l'immigration, le Cachemire ou, vous savez, la Palestine ou la Syrie. Tout ça est légitime car la communauté a besoin de vraiment de tous ces fronts. Mais trouvez ce qui vous parle, puis déterminez votre positionnement, vos compétences, vos forces, et lancez-vous dans un parcours à travers vos études, puis le début de votre carrière, pour cibler là où vous pouvez avoir le plus d'impact. Ma propre histoire est un cheminement pour découvrir cela, et c'est un voyage qui devrait se poursuivre tout au long de votre vie. Allô, Romain. Je crois savoir que vous êtes désormais devenu le directeur exécutif de Dawn MENA. Et Dawn est une organisation fondée par Jamal Khashoggi qui tragiquement a été tué par les Saoudiens dans le consulat saoudien à Istanbul. Parlez-moi un peu de cette organisation et de ce que vous espérez accomplir à travers elle. Alors Dawn n'est pas seulement lié à Jamal Khashoggi. Jamal Khashoggi est le fondateur de Dawn. Il a créé Dawn en 2018 pour promouvoir une vision des droits de l'homme et de la démocratie dans le monde arabe. Vous voyez, et même au-delà. Malheureusement, il a été tué, vous savez, par le gouvernement saoudien, et il n'a pas pu amener cette organisation à concrétiser cette vision. Cependant, l'organisation a été établie en 2020 et ces 5 dernières années, elle a fait un travail incroyable en repoussant les limites de la lutte contre l'impunité. Le travail de Dawn s'étend à toute la région et ils ont fait des avancées incroyables, notamment en luttant pour que justice soit faite pour la mort de Jamal. Mais quand on regarde le contexte d'Israël-Palestine dont on a parlé, Dawn a en fait porté plainte contre Biden et des hauts responsables de son administration pour complicité dans le génocide d'Israël et d'autres atrocités devant la Cour pénale internationale. Ils ont été la seule voie à le faire. Dawn a aussi constitué avec acharnement des dossiers sur les auteurs de crimes dans toute la région, dans le contexte d'Israël-Palestine, sur les colons et d'autres responsables israéliens de niveau intermédiaire impliqués dans des abus, et n'ont pas simplement laissé ces dossiers prendre la poussière. Ils ont utilisé ces dossiers pour réclamer des sanctions, et ont obtenu gain de cause dans de nombreux cas. Ils ont aussi un procès en cours qui conteste le gouvernement américain pour ne pas avoir appliqué les lois Lee. Ce sont des lois qui interdisent le financement d'armées abusives. Et bien sûr, cela n'a jamais été vraiment appliqué au gouvernement israélien. Ils ont un procès qui a survécu aux contestations initiales, c'est sans précédent, et qui conteste le fait que les États-Unis continuent de livrer des armes à Israël malgré cette loi en vigueur. Dawn a aussi lancé une campagne contre l'AIPAC, identifiant les figures de proue de cette organisation de lobbying pro-israélienne qui agissent en coulisses et ont tant contribué à cimenter le soutien américain à l'hégémonie et à l'apartheid israélien sur le terrain. De plus, vous savez, Dawn repousse les limites en ce qui concerne les investissements de l'État de New York dans les obligations israéliennes. En même temps, Dawn dispose de ce réseau de membres dans toute la région qui militent pour les droits de l'homme et la démocratie et qui publient et écrivent. Alors quand je regarde Dawn, pour moi cela correspond vraiment aux besoins du moment. En ce moment, et cela rejoint notre discussion, nous avons longuement parlé de la manière dont les atrocités ont été documentées. L'information est là, dans le domaine public. Pour moi, ce qu'il faut maintenant, c'est que les comptes soient rendus et que la complicité cesse. Et Dawn est vraiment bien placée en tant qu'organisation bâtie sur l'héritage de Jamal Khashoggi et qui repousse les limites dans la lutte contre l'impunité pour faire avancer les choses. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est s'attaquer aux auteurs d'abus, c'est-à-dire s'appuyer sur la recherche et la rendre opérationnelle pour avoir un impact. Qu'il s'agisse de sanctions, de poursuites ou, vous savez, de s'attaquer aux entreprises complices de ces abus, mais en le faisant avec une perspective régionale, car nous voyons les liens qui se tissent dans la région, n'est-ce pas ? Je veux dire, encore une fois, on peut regarder l'histoire du monde arabe. Le printemps arabe a en quelque sorte reflété le sentiment de certains militants arabes. Et là encore, on pourrait même remonter avant le printemps arabe de 2011. Dans bien des cas, l'élan du printemps arabe est né de la seconde intifada. Si l'on regarde les manifestations en Égypte et dans toute la région, on sent que, attendez, certains de nos gouvernements sont complices de la souffrance des Palestiniens.
Changeons de gouvernement et nous pourrons ensuite travailler à une libération plus large de la région, y compris de la Palestine. Ce calcul a changé avec le génocide à Gaza. Alors, plus de 10 ans après, on voit des militants arabes qui comprennent que, attendez une minute, le projet de, vous savez, suprématie juive en Israël, le projet d'hégémonie israélienne et américaine dans la région, c'est en partie ce qui maintient, vous savez, ces gouvernements répressifs en place dans de nombreuses parties de la région. Il y a donc ce lien, et Don est vraiment bien placé, je pense, pour établir ces connexions, pour être vraiment à la pointe de la lutte pour, vous savez, les droits de l'homme dans la région. Et je suis vraiment ravi de faire progresser cette organisation. Et je pense qu'en collaboration avec des partenaires et d'autres mouvements, il y a vraiment moyen de faire bouger les lignes, aussi sombre que le monde puisse paraître. Et vraiment, cette guerre contre l'Iran a mis en avant la voix unique de Don. Don était là samedi quand la guerre a commencé, la qualifiant pour ce qu'elle était, une guerre illégale, une guerre d'agression. Ils ont été une voix unique sur ce point. Ils ont enchaîné, vous savez, 48 heures plus tard. Nous avons enchaîné 48 heures plus tard en appelant l'Assemblée générale des Nations unies à se réunir pour que les États convoquent cet organe afin de demander la fin des hostilités. Nous avons aussi appelé le Congrès américain à se réunir en vertu de la loi sur les pouvoirs de guerre et à préciser qu'il n'approuve pas cette guerre, qu'il n'a d'ailleurs jamais approuvée dès le début. Et plus tard, la première semaine de la guerre, Don a déclaré que l'Iran devrait déposer une déclaration pour donner à la Cour pénale internationale compétence sur des crimes comme l'attaque de l'école de Minab. Encore une fois, nous avons lancé le même appel aux autres États de la région. Nous les avons aussi appelés à préserver et sécuriser les preuves et à collaborer avec les enquêteurs de l'ONU et les mécanismes des droits de l'homme. Cet appel était unique car nous voyons de plus en plus de preuves de crimes de guerre, mais pas assez d'appels à la responsabilité et à la justice. Et c'est vraiment là, je pense, que réside la valeur ajoutée de Dawn. Omar, ma dernière question porte sur l'endroit où les gens consciencieux et épris de justice se tournent désormais pour trouver d'autres sources de justice. On voit un mouvement d'opinion croissant dans le monde entier qui perçoit l'hégémonie occidentale pour ce qu'elle est. Il voit cet État sioniste israélien comme un État hors de contrôle, avec des ambitions voraces pour la région, et il n'apprécie pas cela. Et vous savez, il y a désormais une pluralité, sinon une majorité de gens, musulmans et non musulmans en Occident, révoltés par la façon dont leurs gouvernements maintiennent le statu quo sans contester cette injustice. Or, vous et moi sommes musulmans et nous croyons en une forme de cohérence dans ce domaine humanitaire. C'est ce qu'il y a de meilleur dans notre islam. Je pense que les meilleures périodes de l'islam étaient celles où nous étions connus pour notre droiture et notre noblesse dans nos rapports avec les autres nations et États. À quel point, selon vous, croyez-vous qu'il existe aujourd'hui une véritable volonté, une intention réelle et profonde de reconstruire, de remettre en place ce type de cadre éthique, ce cadre moral issu de nos différentes sources religieuses, de nos traditions spirituelles anciennes, dans ce monde qui s'effondre littéralement sous nos yeux? C'est une excellente question. Écoutez, ma propre foi est un élément clé de ma boussole morale et du travail que je fais pour les droits de l'homme. Et je pense que l'un des piliers de la tradition islamique est l'idée que l'une des plus grandes formes de justice est de dénoncer l'oppression, même quand elle vient des siens. Cela a toujours guidé mon travail, qu'il s'agisse de couvrir les abus du gouvernement égyptien, les massacres de 2013, ou, en tant qu'Américain, de représenter les détenus de Guantanamo au nom du gouvernement américain. Et je pense que ces valeurs existent. Je pense que les gens commencent à le comprendre. Dans certaines communautés musulmanes, il y a souvent une attitude défensive quand on critique certains gouvernements ou nos propres pratiques. Je parle de nos bilans dans de nombreuses régions du monde concernant les droits des femmes ou d'autres sujets. Mais notre force doit résider dans la cohérence. On ne peut pas invoquer un principe pour la Palestine, puis appliquer un autre critère ou standard face aux abus en Iran, en Syrie ou au Soudan, sous prétexte qu'on soutient ces gouvernements. Il doit y avoir une cohérence morale dans votre démarche. Et d'ailleurs, je fais encore le lien. C'est lié à la situation chez Human Rights Watch. J'ai estimé que si je veux être un défenseur des droits de l'homme, documentant les arrestations arbitraires, je dois avoir la cohérence morale de dénoncer ma propre organisation si elle trahit ses valeurs.
Mais je veux dire, pour revenir à votre question, je pense que cet ethos est là et qu'il grandit. Comme vous l'avez dit, on ne peut ignorer le changement de l'opinion publique, le fait qu'il y ait de larges majorités partout dans le monde. Je veux dire, même aux États-Unis, au sein du Parti démocrate, et il y a des changements, même au sein du Parti républicain. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Je pense que la réponse, et ça rejoint ce qu'on disait plus tôt, c'est qu'il n'y a pas de réponse universelle. S'il y avait un bouton magique sur lequel appuyer, on aurait mis toute notre énergie et tous nos œufs dans le même panier. Mais on peut vraiment pas faire ça. Je pense qu'au final, pour nous tous et pour vos auditeurs, il s'agit de localiser tout ça. Peu importe où vous êtes dans le monde, il y a des choses à faire dans vos propres communautés pour commencer, n'est-ce pas? Regardez votre université, votre gouvernement local, votre église, votre synagogue ou votre mosquée. Vous savez, ces investissements. Regardez ses propres connexions institutionnelles. Regardez votre propre gouvernement, ses représentants et les politiques qui mènent. Encore une fois, je ne parle pas seulement de ceux d'entre nous qui vivent en Occident. Je parle aussi de ceux qui vivent dans le monde musulman, car de nos jours, il existe des contre-pouvoirs. Par exemple, on a vu très récemment le groupe de la Haye se réunir aux Pays-Bas ces derniers jours. Pour ceux qui l'ignorent, le groupe de la Haye est ce conglomérat d'États, du Sud global principalement, qui s'unissent pour défendre le droit international, la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice, et ils appellent aussi à des sanctions et d'autres actions justifiées par les actes du gouvernement israélien. Maintenant, vous pouvez regarder ça. Il y a certains, beaucoup en fait, de gouvernements arabo-musulmans. Pas tous. Ces gouvernements peuvent aller plus loin. Beaucoup de gouvernements de la région commettent des abus contre leur peuple, tout en garantissant l'impunité des États-Unis ou d'Israël pour leurs crimes. Donc tout le monde peut faire quelque chose. Je pense que le mieux est de localiser l'action, car c'est toujours ce qui a le plus d'impact. Alors commencez par votre propre foyer. Commencez dans votre propre, vous savez, institution. Allez voir votre représentant local, puis voyez plus grand. Des mouvements d'action qui sont ancrés dans, et ça peut être dans votre propre association professionnelle. Tout ça est vraiment très important. Et plus ces voix se rassemblent, plus elles mèneront au changement. Maintenant, ce n'est pas inévitable. L'histoire peut prendre bien des directions, n'est-ce pas? Mais plus nous en faisons, et il faut aussi que ceux d'entre nous qui sont en première ligne se coordonnent mieux, s'organisent mieux, soient plus stratégiques. Dans la communauté musulmane, on a ce problème, n'est-ce pas? Quand la Palestine brûle, ou dans un autre contexte, quand il y a une inondation, on sort nos chéquiers, on passe à l'action, on agit avec notre cœur. Mais quand ce n'est plus aux infos, quand il y a des cessez-le-feu, entre guillemets, quand la tension baisse, on n'investit plus dans ces institutions. On bâtit pas d'institutions solides et viables, capables de protéger et d'être stratégiques dans leur travail. On doit donc aussi mettre on doit être stratégique, et je commence à voir ça d'ailleurs dans beaucoup de communautés que je fréquente. Les gens commencent à anticiper sur la façon de bâtir des institutions plus fortes, stratégiques, qui travaillent pas seulement dans l'urgence, ce qui est crucial, vous savez, pour nourrir les gens, les abriter. Mais comment envisager des changements à plus long terme? On a besoin de tout ça. L'essentiel est qu'on ne peut pas se payer le luxe, et ça rejoint le début de notre discussion, on ne peut pas se payer le luxe de baisser les bras. Voilà. Les gens qui vivent sur le terrain, à commencer par les Palestiniens à Gaza, ils n'abandonnent pas. Ils se réveillent chaque jour et essayent de trouver de l'eau et de la nourriture. Donc aucun d'entre nous n'a le luxe d'abandonner. On doit juste trouver où s'investir, où apporter notre soutien, où amplifier et le faire, car au final, c'est vraiment important. Les choses bougent pas assez vite et on doit agir davantage et en faire plus pour changer les choses. Omar Shakir, ce fut un absolu plaisir de vous recevoir dans l'émission aujourd'hui. Merci infiniment pour votre temps. Merci de m'avoir invité. Assalamu alaikum. Vous voici à la fin de cette émission et le fait d'être resté jusqu'au bout me prouve que vous croyez vraiment en notre travail. Pensez à faire un don ponctuel ou à devenir membre en visitant thinkingmuslims.com/membership. Vos contributions vous donnent un accès exclusif aux coulisses, la possibilité de poser des questions à nos invités et des appels mensuels avec moi-même, mon équipe et nos invités comme Sami Hamdi. Jazakallah khair et gardez-nous dans vos